přichází poslední vystupující na naší konferenci. Bruno Besano, který dlouhodobě spolupracuje s Oliverem Feldhamem. Vydali spolu knihu Spisy o myšlení Alaina Badiua. Bruno Besana se zaměřuje na současnou francouzskou filozofii a politickou teorii. Dnes bude hovořit o jednom tématu, které jde ještě dál do historie, než je Lukáč. To je Platon. Badiou a Platon. Thank you very much. I was a bit delayed by providing some copy of what I'm about to say to some picky readers. Ah oui, mon allocution va être en français. Donc, je voudrais commencer par remarquer que dans les mailles ou dans les interstices de l'allocution que Badiou a donnée hier soir, quelque chose apparaissait un peu en porte-à-faux de ce qu'il disait. S'il y présentait tout au long de la soirée la vérité sous la lumière de l'universel, de ce qui rassemble au-delà de toute particularité aussi, il y avait quand même un ou deux passages où néanmoins il a identifié de manière un peu comme ça stricte et sans le développer, vérité et action. L'action étant ce qui intervient dans une situation pour y faire une différence, pour y poser même une fracture radicale, pour y exposer la situation à un ou, à un choix. Le terme de choix est revenu maintes fois. C'est donc à quelques complications, à quelques difficultés de rapport entre universalité de la vérité et vérité comme ce qui fait la différence. Vous voyez bien que ça ne va pas de soi que les deux concepts peuvent tenir ensemble. Donc ce qui fait la différence, c'est ce qui divise. Universalité de la vérité et vérité comme ce qui crée une fracture. C'est aux difficultés de ce problème que je voudrais un peu m'attaquer. Je vous demande donc pardon à mon nom et pas au nom du concept pour les complications de ce que je vais dire, d'autant plus que c'est la fin de ces deux journées et que donc je ne dirai que encore un effort, camarades, pour ce que je vais dire. L'invitation à cette conférence, sous le titre « Philosophie des vérités », nous présente avec la double hypothèse d'un matérialisme platonicien qui serait à l'œuvre dans le travail d'Alain Badiou et d'un certain impact de ce dernier, du matérialisme platonicien dans l'actualité, dans le hic et nunc qui ici a été décliné maintes fois comme Europe centrale. Soit alors on a une première hypothèse et on prend ce « et » qui connecte le platonisme de Badiou et cette mise en situation comme un « et » conjonctif. On en obtient alors tout le tralala d'une actualité de Platon qui s'est fait d'un côté par son filtrage avec la philosophie du siècle, et notamment avec le matérialisme, et de l'autre par son adaptation à la situation géopolitique actuelle. Le résultat est un Platon réduit à ces parties de son œuvre, qui, par une gymnastique intellectuelle tant répandue qu'en peu salutaire, pourrait être utile pour expliquer le présent. Mais le prix à payer dans une telle opération, c'est de renoncer au concept de vérité. Et d'ailleurs, on le sait bien depuis au moins les œuvres de jeunesse de Platon que la vérité est mal adaptée au présent. Alors, au contraire, il y a une autre hypothèse. Et le « et » entre platonisme et mise en situation, mise au temps présent, est un « et » qui se fait de manière disjonctive. C'est un « et » qui sépare. La question s'ouvre alors de la tension entre le platonisme, pensée de la vérité éternelle et immutable, est une pensée non pas ou non seulement de la situation, de ce qui est là, mais de que faire avec la situation, c'est-à-dire la pensée du changement. En lieu de rentrer de go immédiatement dans l'analyse de la pluralité des vérités chez Badiou,
pluralité qui, en lecture superficielle, paraît répondre à la question de la relation entre platonisme et pensée des situations contemporaines. Il y a une pluralité de vérités, comme il y a beaucoup de situations. Je vais plutôt faire un pas en arrière, en proposant une lecture plus abstraite du rapport entre le concept de vérité et le concept de changement, car je crois bien que c'est là que quelques conclusions peuvent être tirées quant au problème d'une paradoxale actualité du platonisme, dont Badiou est bien sûr un des exposants. Il faut à ce but revenir brièvement à l'origine de ce matérialisme platonicien chez Badiou, qui prend forme dans une lecture du dialogue platonicien le plus apparemment lointain de tout matérialisme. Comme on le sait, et je m'excuse pour ceux qui le savent déjà, la question du platonisme tordu de Badiou se joue dans le problème de la relation de l'être et de l'un, et notamment dans le renversement de cette relation que Platon opère dans la toute dernière partie du Parménide, la partie où les thèses sont exposées, dans la dernière partie de cette partie, là où il y a les thèses. Bon, je vais vous dire. Si on récapitule un peu les fondamentaux, on a que des premières pages de l'être et l'événement, Badiou énonce son très célèbre hypothèse ontologique majeure. Je cite, « Le point de départ de mon propos spéculatif pourrait se formuler ainsi. Peut-on déceler l'un de l'être, rompre le raisonnement philosophique de l'être par l'un ?» En ce sens, il décide de lire la deuxième partie des hypothèses de l'être sur l'être de Parménide, se trouvant là, dans ces hypothèses, la première formulation de ce qu'il appelle, je cite, « la décision ontologique d'où tout mon propos s'origine, à savoir le non-être de l'un ». D'un point de vue textuel, cette partie du Parménide énumère les conséquences de l'hypothèse « l'un n'est pas ». Par ce biais, en premier lieu, c'est la dialectique unité-multiplicité qui est bouleversée. On l'a dit maintes fois ces 2 journées. Si l'un n'est pas, par multiple, on ne peut pas entendre des multiples unités, mais des multiples de multiples à l'infini. Il s'ensuit que l'unité n'est pas ce qui permet l'énumération des multiples. La seule unité possible sera dès lors le rassemblement d'une multiplicité comptée comme 1 selon tel ou tel autre critère donné. Mais en même temps, et là ça devient un peu plus difficile, c'est aussi la dialectique identité-altérité qui est toute remise en cause. Ces multiples sont originairement et réciproquement différents, à l'infini, sans renvoyer à aucune identité comme terme premier de comparaison. Le résultat est, dans le texte platonicien, que ces termes, je cite de Platon, sont réciproquement autres comme multiplicité, car ils ne peuvent point l'être comme unité si l'un n'est pas. Mais chacun est un ensemble, onkos, infini en multiplicité. Quoique l'on prenne le plus petit possible, tout de suite, à cause de l'infinie division des parties, ce qui apparaissait être un se révèle être multiple. Fin citation. En effet, si on fait l'économie de l'un, les multiples autres ne peuvent pas être autres que l'un, car l'un n'est pas. Ne renvoyant plus à aucune identité, la différence est alors originaire. Non seulement par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Chaque terme diffère de soi-même. Si on prend un terme, il diffère immédiatement de soi-même. Il n'y a pas d'identité du terme par rapport à soi-même. Ici, c'est comment le rapport identité-autre est remis en cause par le rapport identité-multiplicité. Chaque multiple est égal à sa propre division infinie, à la dérive infinie du compte de ce qui le compose. Pour le dire avec Badiou, je cite, « c'est à l'égard d'eux-mêmes qu'ils sont autres, car ils sont multiples comme dissémination hétérogène. » Vous voyez, vous prenez un multiple, vous dites, bon, c'est 1, mais vous pouvez le diviser encore et encore et encore. Chacun se altère, se multiplie infiniment. Donc c'est une multiplicité infinie qui n'est pas stable. Or, Platon conclut le Parménide en refusant cette hypothèse, car avec l'un, elle ruinerait les multiples mêmes. Pour le Parménide, je cite, « les autres ne sont pas l'un, mais ne sont non plus plusieurs. Pour être plusieurs, ils devraient être auparavant un. Car si aucun d'entre eux est un, le total n'est rien, et donc ils ne sont même pas plusieurs. Si je continue de dire qu'un terme se divise, il est rien. Il ne peut pas être lui-même comme multiplicité parce qu'il continue à se diviser. Il en résulte
que si l'un n'est pas, rien n'est. C'est le fameux uden esti, rien est. Badiou, à ce point, fait un recours à une stratégie très singulière. Il opère un renversement minimal dans le texte platonicien, en suggérant que ce rien n'est, uden esti, ne devrait pas être traduit par rien n'est, mais plutôt proprement par rien est. Vous voyez, c'est un rien qui est. Ce qui signifie que l'être en tant qu'être, la pure multiplicité est, mais son être est inconsistante, vide, et rien. Ce vide serait sur quoi toute présentation consistante se fonde. Ce que le texte platonicien d'ailleurs autorise. Vous vous souvenez, ce qui apparaissait être un se révèle être multiple. L'un est en somme la modalité propre de l'apparaître de la multiplicité. Un comme apparaître, infini en multiplicité, et qui s'organise comme un onkos, comme un ensemble. Onkos, terme que Badiou ne semble point souligner, mais dont il s'autorise néanmoins la transcription contemporaine, mathématique. Je cite Badiou, le nom primitif de l'être, en théorie des ensembles, l'ensemble revient chez Badiou, est le vide, l'ensemble vide. Et en un certain sens, lui seul, j'ajoute au niveau ontologique, est inconsistant et comme tel impensable, l'être qu'une multiplicité, je cite encore, suppose une situation du pensable, c'est-à-dire une structure, un contemporain où le multiple présenté est consistant, nombrable. Ceci, c'est un peu comment on arrive à l'équivalence entre être et vide. Cette tentative spéculative s'insère dans la volonté que Badiou affiche depuis Théorie de la contradiction, un de ses tout premiers textes, de défaire tout essentialisme, toute représentation naturalisante ou tout, au plus en général idéologique, de l'essence de quelque chose. Bon, il parlait tout à l'heure de ça. Avec la volonté, c'est-à-dire de rendre raison de l'essence en termes de transformation et de scission. Vous voyez la scission qui revient là. C'est un problème politique que l'on retrouve chez Platon de toute autre manière. Je cite de la théorie de la contradiction, « La nature interne des choses n'est rien d'autre que la loi de leur transformation. Cette transformation, j'ajoute, ne devant pas être non plus pensée en termes téléologiques. Bien au contraire, je cite encore de théorie de la contradiction, la vérité n'existe que comme processus de scission. » Vous voyez immédiatement un écho possible parmi les choses. Ce qui d'ailleurs est conforme à l'idée d'une multiplicité sans fond, animée par sa propre divisibilité, et se présentant comme une seulement à partir de tel ou tel autre critère de compte. On remarquera que Badiou est bien conscient qu'une telle hypothèse est indémontrable. Platon lui-même ne démontrant d'ailleurs guère sa fausseté, mais la refusant plutôt en fonction de ses conséquences. Ça, c'est un point très important. Si l'un n'est pas, si ce qui n'est pas si ce qui est n'est pas par essence un, l'être, en tant que multiplicité infiniment divisible, peut être pris dans la partie la plus petite possible, et néanmoins, je cite Platon, d'un coup il change, comme dans un cauchemar qui hante la philosophie, j'ajoute, comme dans un cauchemar, ce qui paraissait être un se révèle être plusieurs. Étant lieu de très petit, il se révèle être très grand, un peu comme Alice dans le Pays de Merveilles, qui est les deux en même temps. Et Badiou d'ajouter, s'agissant des énoncés parfaitement clairs, l'un est et l'un n'est pas, on parvient à une inconsistance, à une indécidabilité absolue. Platon ne refuse pas l'hypothèse l'un n'est pas le multiple et une multiplicité sans fond qui finalement n'est rien parce qu'elle est démontrée être fausse, mais parce que ses conséquences sont cauchemardesques. Il s'agit alors non pas pour Badiou de renverser Platon, mais de trancher, de décider sur un point dont Platon déplie l'indécidabilité. Il y a en somme ainsi un point de décision, à savoir, suivant Lacan, un point annexé sur le savoir d'une situation. Un de ces points qui, vides pour le savoir, sont la marque d'une vérité. Afin de voir les conséquences de ce choix, il nous faut un petit pas de côté. Si Badiou se définit comme un platonicien moderne, je le cite, un platonicien de l'être multiple, Gilles Deleuze, à tort souvent défini comme anti-platonicien, déclare de son côté, je le cite, si l'on pense au... C'était une discussion qui est reprise dans l'article « La méthode de dramatisation », et c'est une transcription d'une conférence.
Si l'on pense au Platon de la dernière dialectique, où les idées sont un peu comme des multiplicités qui doivent être parcourues, alors oui, tout ce que je dis, dit Deleuze, me paraît être en effet platonicien. Mais, c'est le point important, si le renversement opéré par Badiou, ce renversement dans le platonisme, s'appuie sur le Parménide, sur ce que Claude Imbert a appelé un lieu délivré du calendrier de l'expérience, Deleuze, au contraire, tout au long de logique du sens, s'appuie sur le sophiste. La scène du sophiste est célèbre et connue. L'étranger, protagoniste, essaie de définir le sophiste, mais celui-ci se dérobe toujours aux définitions, car il se présente comme capable de tout et donc impossible à classer dans la définition de telle ou de telle autre discipline. Son savoir ne semble être constitué à l'image d'aucun modèle, et la tentative de le définir produit un essaim de définition. Pour sortir de l'impasse, l'étranger propose de le définir comme un imitateur, et donc comme une espèce de créateur d'images, mais d'images bien particulières. Le sophiste, en effet, ne compose pas des imitations de ceux qui existent, mais produit des illusions. De manière analogue, nous dit le texte, aux peintres qui doivent dessiner des figures très grandes et qui changent les proportions de ces figures pour les faire apparaître normales au spectateur qui est situé au pied de l'œuvre. Si ceci, je cite de sophiste, si ceci, ces dessins, reproduisaient ces beautés avec leurs véritables proportions, les parties supérieures nous apparaîtraient trop petites et les parties inférieures trop grandes, puisque nous les voyons les unes de près et les autres de loin. Vous voyez, si vous dessinez quelque chose de très grand, votre perspective fausse les proportions et vous voyez une très petite tête. Donc vous devez dessiner quelque chose avec une tête très grande pour le revoir dans la perspective normalisée et réduite à ses proportions. En somme, par la pratique de cet art, qui est l'image du sophiste pour Platon, on produit la sensation de voir l'image de quelque chose qui existe, lorsque, au contraire, on ne voit qu'un être absurde, dépourvu de proportions, quelque chose qui n'est la copie de rien, ou qui plutôt, on dira, est la copie de rien. Et je vais venir au pourquoi. L'image ainsi produite n'a aucun rapport avec les véritables proportions du beau, ce qui, dans le langage platonicien, signifie qu'il n'a pas de rapport avec un modèle vrai. Ces images ne reproduisent rien, elles ne sont pas les multiples copies conformes d'un modèle. Et néanmoins, ces artistes produisent des images, des apparences. Quel est donc leur statut? Comment on peut les appeler? Voilà ce que propose l'étranger. Je cite encore, « Ceux qui simulent ainsi la copie qu'il n'est point, ne seraient pas un simulacre. » C'est phantasma, le terme en grec. Or, phantasma, qui est ici traduit par simulacre, en grec est plus en général l'image d'un objet. C'est une apparence ou un apparaître, disons. Deleuze alors s'autorise à élargir la définition de simulacre à tout phénomène. C'est une espèce de régime de phénomène. Pensez, je cite Deleuze, comme l'effet d'une ressemblance, mais qui est construit sur une disparité, sur une différence. Vous voyez, une unité construite sur une disparité. Copie de rien, écho avec ce qu'on disait de Badiou, le simulacre est l'apparaître unitaire d'une constante division ou différenciation. Il est l'apparaître d'une multiplicité qui n'est rien d'autre que sa propre constante division ou variation, comme le montre le sophiste, image unitaire de la chute libre et infinie du processus diarétique qui essaie de le saisir. Cette tentative de le définir qui produit toujours une nouvelle multiplicité de définitions. Tout phénomène est donc la forme 1 d'une série de rapports différentiels, forme qui, et c'est le point important, sous l'impulsion de ces rapports, change constamment. Le simulacre chez Deleuze et le compte pour un chez Badiou prennent donc, au moins à ce niveau, prennent donc en compte une dynamique semblable, l'un comme effet ou apparence. Mais ce que Deleuze accomplit, c'est de maintenir dans la définition de l'étant l'essentialité de la transformation et du changement. L'être comme multiplicité sans fondement est certes ce qui contracte en une forme présente, ce qui se contracte dans une forme. Mais cette forme est forme en transformation. Elle est, comme on a montré par l'image du sophiste simulacre, dérive ou essaim.
Chaque étant est donc indissolublement simulation d'une identité et constant changement, contraction des différences dans une forme et point de différenciation, lieu d'inscription, je cite Deleuze, des points remarquables ou singuliers qui en résultent, les événements. Qu'est-ce que fait Deleuze? Deleuze affirme en somme en même temps l'être comme pure multiplicité et l'essentialité de toutes, je souligne toutes les transformations. Ceci vient néanmoins à un prix. Et c'est là qui se joue toute la différence avec Badiou. Le prix de mettre sur le même plan tout type de variation. Deleuze joue sur le double sens du terme sumbebekos, qui désigne chez Aristote les accidents, mais qui désigne chez les stoïciens les événements, c'est-à-dire l'être pleinement réalisé dans sa singularité. L'événement pour les stoïciens est ce qui contracte la totalité de l'être dans une forme présente. Bon, ça serait très difficile de revenir sur tout cela. Le temps est essentiellement contraction de toutes ces moindres variations, ces dernières étant dès lors définies comme événements où, je cite, accidents qui sont devenus essentiels. Inversement, l'être est défini comme l'unique événement où tous les événements communiquent. C'est contre un tel paradigme qui restitue essentialité à tout changement, mais qui finalement écrase la différence, vous voyez, entre accident, modification et événement, que Badiou insiste sur la totale indifférence de l'être comme vide. Indifférent au jeu des différences par lesquelles une situation normalement s'articule, toutes les différences qui sont simplement structurelles, qui donnent le fait que ceci n'est pas cela dans une situation donnée. Donc, indifférent au jeu des différences sur lesquelles une situation normalement s'articule, l'être, pour Badiou, est ce vide de sens, cette inconsistance, sur laquelle finalement toute consistance du compte, d'organisation, de représentation et de hiérarchisation, en dernière instance, repose. Il y a toute une construction consistante, mais à chaque fois, sans que cela soit un jugement de valeur, toute consistance repose sur le vide. Donc toute consistance est contingente, n'a pas de nécessité essentielle. Il y a en somme une vérité de l'être, pour Badiou. L'être comme multiplicité pure multiple, vide de tout élément premier. Une vérité de l'être qui est indifférente à tout mode de présentation. Or, pour Badiou, le terme platonicien vérité nomme l'apparaître événementiel de cette indifférence dans un système donné d'organisation et de distribution consistante des différences. C'est une fracture dans un système, on l'a vu à maintes fois. Conformément à son platonisme du multiple, qui nous dit que l'être est, en tant que tel, pure multiplicité, vide de tout terme premier, la vérité est pour Badiou vide, est vide de tout contenu déterminé. Vous aurez remarqué qu'il n'a pas donné un seul exemple de vérité hier. Il n'a pas défini quand même. Il a des exemples de comment la vérité se réalise en situation. Mais c'était le terme absent de ce qu'il disait, ce n'était pas au hasard. Le fait qu'elle soit vide, le fait qu'elle soit purement formelle, la vérité est le fait qu'une situation donnée, contingente de structuration, repose sur le vide et qui est donc contingente, n'a pas de nécessité essentielle. Le fait que cette vérité soit purement formelle, qu'on ne puisse pas l'identifier donc à tel ou à tel autre contenu positif, la détermine comme universelle, s'adressant à tous les éléments de la situation dont elle se prédique. Certes, bien sûr, Badiou souligne qu'il n'y a pas de sens à parler d'une vérité en dehors d'une situation concrète et singulière. Voilà pourquoi il y a une pluralité des vérités en même temps, comme le titre de ce colloque justement affiche. Et donc la vérité et des vérités en situation. Mais dans une situation donnée, la vérité n'y fait pas figure, même s'il y a des vérités, la vérité dans une situation donnée n'y fait pas figure d'un terme de plus de la situation. Ce n'est pas bon, il y a tous les termes de la situation et parmi les termes, il y a aussi une vérité. Un terme qui serait analytiquement contenu dans la logique de la situation en y apparaissant, et plutôt la vérité n'apparaît pas comme un terme de la situation, mais comme une fêlure, ou comme donc une absence de terme dans la situation. Elle surgit chez Badiou sous la forme du fameux « sinon », qui est au centre du mantra badiusien « Il n'y a que des corps et des langages,
sinon qu'il y a des vérités. Elle est un terme du plus que détotalise quelque part. Elle est en somme toujours une fracture effectuelle qui rentre dans l'ordre du temps présent sous forme d'une inconsistance irrélative et absolue. Si absolue que ce sinon de l'apparaître de la vérité revient aux fins de logique de monde sous la formule suivante. Je cite, « La création d'une vérité n'est que l'apparaître de son éternité. » Fin de citation. Elle est donc créée ici, mais à partir de son éternité, ou sous condition de son éternité. L'éternité que cette vérité expose étant bien l'absolue indifférence de l'être à toute organisation des différences. Le fait, je cite, que l'être multiple reste inflexiblement immutable. Par exemple, un politique étant donné un mode contingent de représentation et de hiérarchisation des éléments d'une situation, une vérité se configure comme l'exposition des conséquences infinies, car universellement applicable à tous les éléments, du fait que, en tant que tels, tous les éléments sont égaux, car ils sont tout simplement des purs multiples de multiples, vides car dépourvus de tout terme premier, donc également considérables comme 1. La vérité expose ainsi le rien sur lequel toute représentation des éléments d'une situation, toute leur organisation hiérarchique se fonde. Elle montre l'absolue contingence de toute forme de hiérarchisation représentationnelle, de toute inégalité et de tout mode d'organiser cette inégalité en un savoir. Vous voyez bien directement une application politique de l'absolue indifférence de la vérité. Déclinable donc certes comme différentes vérités plurielles pour différentes situations politiques, artistiques, scientifiques ou amoureuses, la vérité reste néanmoins telle comme exposition du vide indifférent sur lequel la consistance de telle ou telle autre situation repose. La vérité ou le vrai, comme la récente réécriture que Badiou de la République suggère, ainsi opère dans les vérités. Et c'est comme tel, dans la République, il y a cette différence entre la République de Badiou, le vrai et les vérités. Et c'est comme tel, comme indifférente, que Badiou le dit suivant Lacan, la vérité peut faire trou dans tel ou tel autre savoir. Indifférente aux différences, vide de tout contenu, la vérité ne change pas. Éternelle, je cite à nouveau, elle reste inflexiblement immutable. On comprend bien les raisons de Badiou. D'abord, c'est parce qu'elle n'a pas de contenu que la vérité fait fracture. Événement dans une situation, se soustrayant au savoir qui nomme et qui organise les éléments de la situation et leurs variations, leurs relations structurelles. Si elle était un élément de la situation, si elle avait un contenu, elle pourrait être un élément de la situation nommable, elle serait un objet de savoir et non pas une fracture. En outre, vide de tout contenu spécifique, elle n'appartient à aucun des sous-ensembles qui définissent la situation. Elle peut ainsi s'adresser à tous les éléments de la situation. Les paradigmes d'une vérité vide éternelle sauvent ainsi pour Badiou la différence entre une différence faible, structurelle, représentationnelle, la différence entre les différents objets de la situation, est une différence forte, irrélative, exposant le vide sur lequel repose un système contingent d'organisation des éléments d'une situation. Et c'est ainsi que la vérité peut casser en deux la consistance de cette situation. Mais à bien voir, et j'en viens à la question forte, ce paradigme où la réalité de la différence forte de l'événement paraît être assurée, donc par cette indifférence de la vérité, Badiou sauve la différence entre une fracture événementielle et un simple changement structurel. Bien, ce paradigme où la réalité de la différence forte et de l'événement paraît être assurée peut être aussi lu comme la ruine de la réalité du changement. Qu'en est-il fait, je me demande, de la réalité du changement si la vérité est immutable et seul changent les pratiques par lesquelles cette vérité apparaît dans une situation donnée? Badiou nous informe que quand un événement produit une rupture radicale dans une situation, tout ce qu'un sujet fait, avec toutes les possibles variations du sujet, c'est de tirer les conséquences. Ces actes étant juste, je le cite encore, la surface des preuves de l'apparaître d'une vérité. Vous voyez, le sujet est surface des preuves qui tire les conséquences.
Or, si un moment de changement radical n'est que le surgissement d'une vérité immutable et éternelle car vide, qui défait les fausses évidences sur lesquelles un état de fait contingent se soutient, alors la différence qu'il y a entre plusieurs manifestations de la vérité sera purement modale. Seule la vérité est vraie, mais non pas le changement qui par cette vérité est induit. La différence entre un changement et un autre n'a plus rien d'essentiel, ce dont découle que la pratique, avec tout l'effort qu'on y met, n'a en soi aucune vérité, mais est simple mode d'apparition du vrai. Badiou sort en somme de l'impasse du platonisme renversé de Deleuze. L'impasse de Deleuze était l'indifférence entre différences fortes et différences structurelles, l'indifférence entre événements et accidents. Vous vous souvenez du Sambé Bécos. Mais au prix de déréaliser le changement. En effet, si à partir d'une vérité, un changement pouvait être déduit, quoique ces modes doivent certes être adaptés aux spécificités de la situation, en quel sens l'effectivité de ce changement serait quelque chose d'autre ou de plus que la simple manifestation, et donc rien d'autre que le simple fantasme d'une vérité? Vous voyez, le changement réalise la vérité, mais le changement a vérité pour autant qu'il transmet cette vérité. Quelle est la vérité supplémentaire de ce changement? En somme, pour qu'un changement soit vrai, il faut qu'il soit non seulement le diaphérein, le transport d'une vérité par laquelle une situation change, mais il faut bien qu'il soit vraiment inscrit comme élément essentiel de cette vérité. Vous voyez, si la vérité est toujours vide, éternelle, stable, et se décline de manière différente, ou elle revient éternellement, produisant des changements toujours différents, en quoi ces changements sont vrais s'ils ne changent pas la vérité? Ils sont des modalités, très compliquées, très fantasieuses, mais ils sont des modalités. Ils n'inscrivent rien dans la vérité. Donc la vérité, quelle est leur vérité si la vérité ne change pas? Si la pratique est bien essentiellement quelque chose, s'il y a bien une vérité de la pratique et non seulement une pratique de la vérité, alors cette pratique ne peut pas être seulement le mode d'inscription d'une vérité dans une situation. Si donc un acte déclarant l'égalité n'est pas simplement un mode, un phénomène de l'égalité, mais est bien en tant qu'action quelque chose de vrai, alors il faut bien que l'égalité même soit transformée dans sa propre vérité par les modes contingents et matériels de cette même déclaration. Bien sûr, vous voyez, si ces actes sont vrais, alors la vérité doit changer. Mais sous condition impossible, bien sûr, que la vérité reste vide. Car si elle se remplissait d'un contenu positif, la vérité ne serait plus soustraite au savoir d'une situation, ne désignant ainsi plus aucune différence radicale. La vérité doit rester vide, autrement elle devient un objet de savoir, elle devient un objet de la situation, si elle a un contenu positif. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait une vérité de changement, si on veut que le changement soit vrai, et qu'il ne soit pas simplement une manifestation de la vérité. Vous voyez la double impasse. On se trouve en somme apparemment dans une double impasse. Soit la vérité ne change pas par les pratiques qui l'inscrivent dans une situation, et alors c'est la pratique qui perd sa vérité. Soit la pratique s'inscrit dans la vérité, et alors c'est la vérité qui, en se remplissant d'un contenu positif, se perd dans son contraire. Entre la nécessité d'affirmer que la pratique est bien vraie et la nécessité d'affirmer que la vérité est vide de tout contenu, un espace irrésoluble paraît s'ouvrir. Un espace de bataille où la vérité et l'effectivité, la Wahrheit ou la Wirklichkeit rentrent en tension. La voie de sortie de ce problème est, je crois, à rechercher dans une complication de ce que l'on vient de voir, notamment le fait que la vérité est immédiatement double pour Badiou. Elle est vide mais double. Elle est l'éternelle fixe exposition de l'inconsistance du multiple pur, de l'égale structure ontologique de tout étant, et en même temps, elle est, c'est une définition que Badiou donne, bon je la résume ici, elle est la suite infinie des actions qui déplient les conséquences d'un événement. Elle est donc deux fois vide. La vérité est vide, mais elle est deux fois vide. Elle se fonde sur l'exposition de l'égale nature inconsistante de tout étant, pensée comme pure multiplicité vide,
et elle se définit comme une suite infinie d'actes vides, de fractures, qui insèrent une fracture dans les modes contingents d'organisation des inégalités d'une situation. Elle apparaît comme une fracture et elle est ontologiquement vide, un double vide. Elle est donc vide et elle agit comme vide. En somme, quoique vide, la vérité est fêlée. Elle est divisée en vide et videment, indifférence et indifférenciation. Vide, indifférent à la distribution hiérarchique des différences, elle est processus d'indifférenciation de ces différences. Quand une vérité agit, elle vient révoquer les différences sur lesquelles s'organisent les objets d'une situation. Elle est un vide qui divise et qui se divise en deux sens. Quoique vide, la vérité montre donc une certaine redondance. Revenez alors à un point fondamental. Apparaissant comme fêlure annexée sur la logique d'une situation, la vérité est aussi en même temps exposition de cet excès de l'être sur soi-même, impliqué, comme déjà Platon le remarque dans le Parménide, par l'absence de fondement de la multiplicité pure. Comme d'ailleurs le remarque Badiou dans son Saint Paul, la vérité fait choir les différences établies, bien sûr, mais elle le fait en convoquant, je cite encore, une multiplicité annexée sur elle-même. Vous voyez, il y a ici une espèce de résonance entre le fait que la multiplicité comme vide est déjà ontologiquement annexée sur soi-même, et le fait que comme vide, elle se dit deux fois, vérité vide et vérité de l'acte de fracture. Il y a donc une redondance de la vérité qui fait écho à cette multiplicité annexée sur soi-même qui est le vide comme caractère de l'être qu'on avait vu. Chaque être multiple de multiples, animé par le fait de ne pas avoir fondement, a, je cite encore, par essence de se multiplier de manière immanente. Mais si on regarde attentivement, toute chose est annexée sur soi-même exactement au point où elle s'excède par la présence d'un changement. Une chose est soi-même plus son changement, ou un excès vide s'en sert entre elle et elle-même, au point où sa présence est non seulement marquée, mais même assurée par l'interruption d'une certaine stabilité représentationnelle. Une chose est présente, elle est ce qu'elle est, au point où elle s'excède, où un acte vient fêler son identité, où elle varie par rapport à la possibilité de le représenter dans une situation. L'acte vide qui fêle une identité, un acte qui fêle une identité, un acte de changement, fait donc deux choses. Réalise la présence d'un étant en le soustrayant à son identité de fait. Et deux, réalise la vérité du vide en s'ajoutant à ce dernier. Quand il y a une différence qui intervient comme une fracture, cette différence réalise les choses sur lesquelles elle s'applique parce qu'elle fait exister au présent en tant que variant d'elle-même, et en même temps elle réalise la vérité car elle la réalise comme ce multiple annexé sur soi-même qu'elle est, comme vide qui s'ajoute à soi-même, comme acte vide qui s'ajoute au vide. Le vide éternel donc change, car on peut dire, il se remplit chaque fois différemment par l'adjonction d'un acte vide qui, en le supplémentant, le divise de lui-même, empêchant qu'il se referme dans une identité, qui se substantialise. Si la vérité, l'être, est vide, il est vide car il continue de se vider, car comme vide, il n'est pas stabilisable dans la définition de vide. Il continue de se fêler par rapport à soi-même par ses actes. L'acte vide remplit le vide par un plus un qui, en le fêlant, le vide, le réalisant comme vide, exactement au point où Platon le pointait, le point où il s'excède constamment, différent de soi. L'être n'est pas vide, l'être se réalise comme vide, l'être se vide, car c'est en projetant ce vide dans une situation qu'il rajoute un terme de plus à soi-même, c'est bien un terme réel. Donc il se vide de son identité à soi en même temps qu'il rend présent les éléments d'une situation. Ici, on voit que la vérité n'est pas séparable de l'infinité de ces procédures contingentes, qui ne sont pas manifestations, mais composantes essentielles. La vérité est une, en se divisant comme axiome, principe vide, immutable, indifférent, et comme action infinie de videment. Badiou entrevoit cela, et tout en déclinant la nature axiomatique et vide de la vérité, il insiste sur des définitions toujours factuelles. La vérité se présente ainsi par exemple en science
comme, je cite, expression théorématique d'un point d'indicible, ou encore un amour comme, je cite, existence d'un univers universel majeur de deux termes qui les conjoint par leur disjonction. Il n'y a pas de rapport d'amour. Dans ces cas, il s'agit de défaire les évidences de l'académie scientifique par l'exposition axiomatique d'un indicible, ou encore de défaire l'évidence apparente de la fusion amoureuse, comme ce qu'un couple devrait avoir, par une expérience commune de l'inexistence de rapport sexuel. Il s'agit à chaque fois d'un acte de videment, et non seulement d'une exposition du vide. Et néanmoins, Badiou est formel à cet égard, et il déclare, je le cite, « L'être multiple, si affecté qu'il soit par les paradoxes de sa propre infinité, reste inflexiblement immutable. » On ne voit pas pourquoi, s'il est affecté par les paradoxes de son infinité, il reste immutable, vous voyez. Ou encore, il reprend dans sa République récente, Badiou, il fait de la vérité, je cite, « l'intuition indivise de l'être obtenue en s'arrachant aux complexités du devenir. » Fin citation. Nulle surprise donc que quand un événement produit une rupture radicale dans une situation, le sujet, je répète, ne fait pour Badiou que tirer les conséquences, ces actes n'étant que la surface des preuves de l'apparaître d'une vérité. Encore une fois, on comprend bien la nécessité de Badiou d'affirmer que la vérité est vide, qu'elle est irréductible au savoir d'un temps, à l'encyclopédie d'une situation, comme il l'appelle, à la partialité propre de tout contenu positif. On comprend bien que c'est bien ceci qui garantit en même temps la radicalité proprement platonicienne de la vérité, autant que son universalité. Mais il ne faut non plus céder sur le point fondamental du Parménide. Vide de tout élément, la vérité se divise constamment et ainsi se multiplie en s'excédant. Et on peut ajouter, et c'est ça le point que je voulais montrer, elle s'excède à partir de sa division fondamentale, à savoir la division entre vide et acte de videment. Car un excédent, elle apparaît comme un vide qui fait la situation et qui se rajoute en soi-même en donnant un contenu nouveau à la vérité de l'être, mais en même temps en la vidant de son identité à soi-même, et donc en la réalisant comme vide, ou comme multiplicité en excès sur soi-même, donc vide de tout compte défini. L'acte de videment est exactement ce qui réalise donc la multiplicité de l'être comme multiplicité pure, en excès sur soi-même. Badiou esquive ce point afin de sauver la différence entre simples variations structurelles par lesquelles une situation organise et représente ses éléments et changements événementiels, exposant la vérité du vide, exposant le vide sur lequel le mode d'organisation de la situation se fonde. Mais ainsi faisant, il maintient l'immutabilité de la vérité. Ces changements par lesquels, en étant avère la vérité en situation, ne sont alors plus que des accidents. C'est alors la vérité du changement qui en résulte déréalisée. Et en même temps, il déréalise la vérité de l'être comme multiplicité pure, comme vide, car pour lui, nul acte vide ne vient s'ajouter à l'être, ne vient pas le réaliser comme multiple annexé sur soi, vide de toute numéricité stable. Vous voyez bien le double paradoxe. Il faut donc alors affirmer que la vérité vide constamment se divise, s'excédant par un acte de videment et de indifférenciation qui en excède la simple stabilité définitionnelle, le simple être vide. Il faut affirmer qu'une vérité est certes formelle, mais n'est pas stable. Une vérité est certes essentiellement non comme manifestation. Une vérité est certes la déclaration, l'exposition de la multiplicité inconsistante de l'être et de son indifférence à toute stabilité représentationnelle. Mais en même temps, elle ne peut s'avérer comme vérité que par l'addition d'un acte d'indifférenciation que, s'il est vrai, doit s'inscrire dans la vérité en la changeant. Apparaît alors un sens nouveau de l'impératif badiusien, je le cite, « La désétatisation de la vérité doit être notre programme de la pensée. » La désétatisation de la vérité doit être pensée comme l'inscription essentielle en celle-ci de la contingence des actes de changement. C'est ainsi qu'elle se défait de son état des lieux. La vérité change.
ce sens. Elle se désétatise, elle n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus ce toti, l'être qui est ce qui était. Ceci nous oblige à une double conclusion. J'en viens à la conclusion. D'abord, non seulement la vérité s'expose selon la singularité de ses sujets, mais les relations mondaines que ces sujets rencontrent et les solutions qu'ils trouvent pour les traiter modifient la vérité. La vérité éternelle n'est jamais deux fois la même. Ainsi, par exemple, après Spartacus, non seulement les modes d'inscription de l'égalité, mais l'égalité elle-même ne sera plus la même. La vérité est non seulement inséparable d'une pratique, mais de la vérité de cette pratique. Deuxièmement, ce n'est pas quelque chose, mais c'est un acte présent de division, de changement, qui s'ajoute à l'éternité d'une vérité en la réalisant. Un tel acte fait la présence d'un état de fait en faisant deux choses en même temps. D'abord, il rend plus présent, plus réel un certain moment spécifique. Il le désétatise. Je réponds ici un peu aux questions de Yelitsa sur qu'est-ce qu'un présent contre le présent. Il empêche qu'il sombre dans une pure identité avec soi, dans un état de fait où un devenant identique à son propre passé, il se déréalise. Donc, une vérité s'inscrivant en situation réalise les états de cette situation comme plus présents. Et en même temps, il construit la vérité, car il la supplémente par un terme vide qui la divise, la réarticule, la réalisant en même temps comme vide et comme excès sur soi. La conséquence en est détail. Si la vérité change par la pratique qui la déplie, la réalise et la divise, il y a alors un moment où les lieux même d'énonciation de cette vérité, ce que Badiou appelle les conditions, seront eux-mêmes radicalement changés. Ainsi, la politique disparaîtra un jour en faveur d'une forme nouvelle et inouïe, qui rien ont à faire, soyez bien attentifs à ça, avec la dissolution de la politique dans la gestion ou dans l'économie. Il peut y avoir autre chose de la politique qui ne soit pas la dissolution de la politique dans l'état des faits, dans le consensus, et tralala. Surgira alors peut-être une forme de videment encore plus radicale que le sujet collectif, encore plus universel que l'égalité, dont égalité ne sera même plus le nom. Je me demande d'ailleurs si la tentative de formalisation de la coïncidence entre égalité et pensée, dont le corollaire est l'impossibilité de penser sous condition d'inégalité, thèse que Badiou inhérite de Rancière et développe formellement, je vous invite à voir la formalisation de ce concept, dans la République, ne va pas en ce sens, c'est-à-dire dans le sens d'une transformation inouïe du concept d'égalité. Il y a une espèce de tentative de formalisation du fait que l'inégalité ne doit pas être, non pas parce que c'est injuste, mais parce qu'on ne peut pas penser. L'inégalité ne se pense pas. Il y a donc une espèce de hyper-égalité où l'égalité devient en même temps le nom de la pensée. Est-ce qu'égalité est encore le nom de cette pratique? L'art disparaîtra en faveur de nouveaux modes sensibles de division du sensible. L'amour aussi disparaîtra en faveur d'autres modes sexués de déliaison. N'est pas ceci d'ailleurs ce que Platon entrevoit dans le Phèdre, en racontant non pas le passage, comme le voudrait une lecture stupide, le passage de l'amour corporel à l'amour pour les idées, pour la vérité. On abandonne l'amour, on va vers la vérité. Mais racontant plutôt la transformation de l'amour et de sa vérité en autre chose, une inclusion de l'idée dans l'amour. La philosophie aussi, qui pour moi, et apparemment non seulement pour moi, est une pratique parmi les autres pratiques, et qui est donc bien capable de vérité, disparaîtra en faveur d'autres modes de faire du vide dans la pensée et de articuler dans une forme textuelle le vide dans la pensée. On en arrive alors à ce que veut vraiment dire actualiser le platonisme. Prendre la vérité et le changement ensemble, argumentant que les deux termes ne sont pas disjoints et ne forment non plus une chaîne où le changement serait l'apparaître de la vérité. Les deux termes qui articulent un véritable platonisme matérialisme, vérité et changement, sont bien un terme qui se divise en deux. Il y a une vérité du changement, pour autant que ce dernier réalise la vérité en la changeant, et notamment en la réalisant par un acte qui, en s'ajoutant à elle, la fait
et la vide, la réalisant comme vide. Ainsi, l'histoire du platonisme, c'est-à-dire pour moi l'histoire de l'effectivité, effectualité du concept de vérité, change. Le platonisme, et je reviens à ce que je disais au début pour conclure, ne s'actualise pas chaque fois à la sauce contemporaine. Il n'apparaît pas à chaque fois de manière différente pour dire la même chose, mais il réalise le présent en le soustrayant à sa déprésentification, car il intervient à mettre une fracture là où le présent se pense comme pure continuation structurelle, comme pure identité à soi, comme état de fait, déthésatisation du vrai. Le platonisme nomme donc l'agir de la vérité contre son propre temps, un agir qui se divise en deux. D'un côté, la vérité, agissant contre le présent, constitue ces derniers comme réellement présents, comme différents de la stricte continuation de la logique du passé qui le précède. Imprimer un tour de différence, où le présent soit plus présent qu'il n'est pas inscrivible dans une pure continuité. Il réalise le présent comme acte d'interruption et comme séquence d'actes d'interruption. De l'autre côté, ce même acte réalise la vérité comme vide, en s'ajoutant à elle comme acte qui la vide de toute identité à soi-même, qui la vide de toute possible substantialisation en l'altérant. Revient l'altération du début. Vérité et changement, les deux termes à penser pour articuler l'inactualité, contre l'actualité d'un platonisme matérialiste, sont donc à penser comme un terme dont l'éternité est un constant se diviser en deux. Éternité du vrai qui s'inscrit dans le présent en le réalisant au point de son changement radical, et infinité du changement dont la vérité se mesure dans la capacité de s'inscrire dans la vérité. Seulement ainsi, je pense, on peut rester fidèle à la portée de la pensée d'Alain Badiou. Cette pensée qui nous impose le défi de penser et de faire le présent contre le présent dans une irrélation au présent, construisant un autre temps et une autre histoire, ce que l'on pourrait appeler l'anhistoire de la vérité. Il s'agit en somme de tenir le cap de ce point où la pensée se divise en nécessité d'une axiomatique du vrai et en urgence d'une pensée de l'action. Étranger dans cette langue où je me trouve à parler, j'ai un peu du mal à prononcer la différence entre axiome et action. J'ai presque l'impression d'un mot qui se divise en deux. Merci.